entre ce que les gens font vraiment et ce qu'ils pensent faire. On compare d'autres choses. On compare également le matériel qui est utilisé. Savoir est-ce que quand nous, on est passé relever l'utilisation du matériel sur notre tablette en faisant plusieurs passages par jour pendant, par exemple, 2 semaines, est-ce que celui-ci correspond bien avec l'idée de ce que les collaborateurs se font quant à cette utilisation? Et enfin, on peut comparer aussi ces résultats avec le résultat de nos capteurs. C'est-à-dire que là, par exemple, on a récolté un taux d'occupation, une différence de taux d'occupation entre deux salles de réunion qui sont par exemple sur le même niveau, au même endroit. Donc, on a envie de savoir pourquoi il y a un décalage de 20%. Pourquoi une salle de réunion est occupée plus de 20% du temps qu'une autre alors que ce sont les mêmes en apparence. Et on se rend compte avec nos capteurs que c'est par exemple à cause de la qualité d'air ou par exemple parce qu'il fait trop chaud dans l'une ou dans l'autre. Voilà un peu l'idée, voilà un peu ce que l'on fait sur le terrain. Et donc, une fois que le confinement a été mis en place, on a réfléchi un peu à différentes petites choses que l'on pourrait aussi apporter aux entreprises. Et donc, on fait de nouvelles analyses sur plan, par exemple, où on va analyser vos plans et on va déterminer les postes de travail qui peuvent être occupés et ceux qui ne peuvent pas l'être, par exemple. Et donc, ça va nous permettre, par exemple, sur plan, d'indiquer les points rouges sont les postes à ne pas occuper, les points verts à occuper. Également, on fait également la même chose pour les espaces de travail. Et on va en profiter aussi pour mettre sur vos plans les différents sens de circulation pour éviter au maximum que les personnes puissent se croiser. Et également les zones de décontamination. On va par exemple poser les gels hydroalcooliques, tout ce genre de choses. Donc, voilà un peu les services qu'on a pu mettre en place. Aujourd'hui, donc, on va vous présenter l'étude qui concerne l'efficacité en télétravail. Et donc, cette étude, elle regroupe en fait différents questionnaires qu'on a pu envoyer à peu près 8 ou 9 entreprises. Ça correspond à un peu moins de 1000 réponses, de 1000 répondants. Et donc, ça nous fournit quand même un panel qui nous permet de sortir de la data assez cohérente et on va analyser chaque thématique ensemble et on va vous les expliquer. Donc, pour commencer, ce que l'on a fait, c'est qu'on a envoyé un set de questions qui vont traiter du travail en équipe. Donc, on envoie ce set de questions à toutes les entreprises qui ont fait appel à nous. Et suite aux réponses des collaborateurs, on est en mesure de sortir un taux d'efficacité concernant le travail en équipe. Et donc là, la moyenne de toutes les entreprises qu'on a pu interviewer est de 4,7 sur 10. Ce qui est important ici pour le travail en équipe, c'est évidemment ici on est dans une situation un peu exceptionnelle avec le confinement. Donc on n'était pas préparé, personne n'était préparé à une situation telle qu'on vit aujourd'hui. Donc ce qui est très important avant de commencer le télétravail, même si on y est déjà, il n'est jamais trop tard pour rectifier le tir, c'est de pouvoir en fait fixer des accords et les règles du jeu, c'est-à-dire quels moyens de communication utiliser et quand les utiliser. C'est-à-dire qu'un coup de fil, par exemple, c'est assez intrusif et ça oblige, par exemple, notre correspondant à sortir de son travail, à se déconcentrer. Et donc, il faut réserver, par exemple, les coups de fil à des sujets urgents et importants. On a, par exemple, aussi la messagerie instantanée. C'est l'outil le plus important pour le collaborateur. Il peut être utilisé pour chatter en mode synchrone avec ses autres collègues. Et donc, il y a différents outils. On vous les présentera plus tard dans la présentation. Mais ça permet aussi de recréer ce collectif de travail en virtuel. Donc, ensuite, on a, si vous voulez, on a différents autres moyens de communication, comme la webconférence, ce que l'on fait actuellement quand on doit converser à plusieurs et qu'il est important de se voir. On parle de réunion virtuelle. Et puis finalement, je le mets justement à la fin parce que c'est un des éléments qui pose le plus de problème, c'est le mail. Parce que comme vous le savez, il faut vraiment utiliser le mail pour des messages qui sont importants et pour des sujets complexes qui doivent laisser des traces écrites et qui peuvent être archivés dans le futur. Il faut aussi convenir des règles d'agenda, c'est-à-dire que qui dit télétravail dit travail d'équipe pour la plupart, mais à distance. Et donc, il faut pouvoir convenir des différentes règles d'agenda, c'est-à-dire est-ce qu'on a des réunions en début de journée, en fin de journée. Ensuite, on a le partage d'informations. C'est-à-dire que quand on va faire des réunions, donc de manière visuelle, en visio, il est important de préparer sa réunion, que ce soit les questions ou même les réponses si maintenant les questions ont été données au préalable. Et très important aussi, parce qu'on se rend compte en visio que les personnes sont un peu moins concentrées, il est important aussi de faire émerger les points de blocage et de pouvoir les mettre aussi par écrit par après. Et donc, comme il y a moins de concentration lors des visios,
il est important, en tout cas c'est une technique que nous on utilise, ça peut être très utile de donner des rôles à incarner aux différents protagonistes. Il y a par exemple le facilitateur, c'est la personne qui va animer la réunion. Le gardien du temps, c'est la personne qui va s'assurer que tout le monde a eu un temps de parole et qu'on ne dépasse pas le temps imparti pour la réunion dans son ensemble. Ensuite, on a le catalyseur de décision, c'est la personne qui va vraiment récolter toutes les prises de décision ou tous les points de réflexion qui ont été débattus pendant la réunion. Et ensuite, on a le script, c'est la personne qui remet tout par écrit et qui fait un compte rendu à l'ensemble de l'équipe. Je vous parlais de travail d'équipe au préalable. Donc, c'est bien vraiment une réflexion collective qu'il faut garder si on a déjà l'habitude de travailler en équipe avant, on avait déjà cette habitude avant le confinement. Il est important de hiérarchiser les actions et il y a un outil qui est très utile mais qu'on utilise malheureusement moins actuellement, c'est le Work Breakdown Structure. Donc, il nous permet vraiment d'avoir une arborescence des différentes actions et aussi des différentes étapes qui vont arriver par après. On peut agrémenter ce Work Breakdown Structure d'une ligne du temps afin de savoir justement, ça permet de donner des indicateurs aux autres personnes, aux autres collègues de l'équipe, de savoir quand est-ce qu'ils vont intervenir et combien de temps ils ont pour intervenir avant qu'une autre personne, par exemple, intervienne dans la boucle. Et enfin, le RACI, qui vient compléter ces trois différents outils, qui va permettre de savoir qui est la personne responsable, qui est l'accountable, qui est la personne à informer, par exemple. Et donc, de savoir vraiment, de déterminer les rôles au préalable, de savoir quand et de savoir ce qu'ils vont faire dans la chaîne d'action. Ensuite, je t'en prie, Jean-Baptiste, reprends la présentation. Après ce premier chapitre sur la co-création donc, des repères et des règles, on passe à une deuxième thématique qui est l'organisation du travail, donc vraiment dans l'optique de planification de sa journée. Donc ici, on a pu regarder, suite à l'analyse qu'on a réalisée, 4,8 le taux d'efficacité d'organisation. Ce taux qui est assez faible s'explique surtout par le manque de structure que donne finalement l'environnement de travail, le cadre de travail lorsqu'on est à l'intérieur de la société. Ici en télétravail, on va être parfois un peu déboussolé parce qu'on n'a plus ce même cadre de travail. Alors ici, ce qu'on va conseiller pour pouvoir finalement planifier au mieux sa journée, c'est d'abord de catégoriser vos tâches. On va essayer de différencier en deux grandes catégories les tâches. Les tâches, premièrement, qui nécessitent une attention visuelle. Par exemple, quand je prends moi dans mon travail, c'est plutôt la réalisation des budgets. Et une deuxième est dans les tâches, dans l'attention qui nécessite un peu moins de visuel. Pour ma part, ce serait plutôt des tâches marketing qui demandent plus de créativité, où là, je n'ai pas nécessairement d'être dans un milieu silencieux. Donc, vraiment essayer de grouper vos tâches similaires qui fonctionnent souvent assez bien. À mon avis, je ne vous l'apprends pas, mais c'est de concentrer plutôt en début de matinée et de rendre les tâches de plus en plus créatives ou qui nécessitent moins d'attention visuelle au cours de la journée. On vous déconseille aussi de mélanger les tâches privées avec celles liées à votre travail, tout simplement pour garder un rythme journalier comme si vous vous rendez au sein de locaux de votre entreprise. Dans un deuxième temps, donc on a aussi quelques autres conseils, c'est de finir votre journée de travail en planifiant celle de demain. Effectivement, ça va vraiment être positif de le faire, parce que ça va vous permettre de passer une soirée plus relaxée sans ne pas savoir ce que vous allez faire le lendemain et aussi permettre à votre management d'être plus serein sur les tâches que vous devez réaliser. Gérer son temps en télétravail, ce n'est pas que travailler. Quand vous êtes au siège de votre entreprise, par exemple, vous prenez aussi des pauses, pauses café, etc. avec vos collègues. N'hésitez pas à le faire aussi en télétravail, créer réellement et planifier des temps de respiration. Indiquez aussi à vos collègues justement ces points de respiration. On a toute une série d'outils maintenant qui permettent de le faire, tel qu'un calendrier où on peut mettre son statut hors ligne, par exemple, pour savoir qu'à ce moment-là, on ne doit pas être dérangé. Et définissez aussi votre planning de la journée avec vos proches. Effectivement, on est en télétravail, donc nos proches ont tendance à penser qu'on peut être libre parce qu'on est à la maison, mais pas spécialement. Donc, définissez aussi si vous avez des tâches à réaliser avec eux durant la journée. N'hésitez pas à les inclure dans votre agenda.
Ici, on va passer donc au troisième chapitre qui est sur donc l'efficacité de l'environnement de travail en télétravail. Ici, on obtient quand même un bon score de 7,7 sur 10. Ici, on a fait une petite analyse justement pour savoir où les personnes télétravaillaient lorsqu'elles étaient à la maison. On a 3,9% des répondants donc, qui déclarent travailler depuis leur chambre, 4,9% des répondants depuis la cuisine, 12,1% depuis le séjour, 2,9 depuis un autre endroit de la maison, 28,6 depuis leur bureau et 47,6 depuis leur salon. Ce qu'on vous conseille ici, ce n'est pas nécessairement de figer un endroit pour travailler, mais finalement, soyez agile et travaillez en fonction de votre forme du moment. Ce qui peut être aussi intéressant, juste je te coupe vite fait, Jean-Baptiste, c'est d'utiliser un peu son espace à domicile, un peu à l'image d'un environnement de travail de type activity-based working, c'est-à-dire que utiliser si on a le luxe de pouvoir justement utiliser différents endroits chez soi, c'est de changer d'espace de travail en fonction de la tâche qu'on a à faire. On a par exemple dans nos questionnaires, on a eu comme réponse des personnes qui travaillaient depuis leur salle de bain pour leur visio, parce qu'ils disaient que c'était l'endroit le plus insonorisé de leur chez eux, de leur domicile, et que c'était le seul endroit où ils étaient laissés tranquilles par leurs enfants, justement. Donc vraiment, il est important, je ne vous conseille pas de travailler depuis votre salle de bain, bien évidemment, mais d'utiliser différents endroits qui vont vous permettre justement de changer aussi, et ça va permettre aussi d'éviter ce sentiment d'aliénation qui peut arriver quand on travaille tous les jours du même endroit et qu'on a l'impression de faire la même chose tous les jours. J'en prie, Jean-Baptiste. Parfait. Si vous avez moins de questions pendant notre webinaire, n'hésitez pas à les mettre dans la partie conversation. On vous répondra avec plaisir. Ici, d'autres conseils, donc vraiment pour aménager de façon optimale votre environnement de travail chez vous. C'est premièrement de travailler plutôt depuis une table ou un plan de travail et de poser vos pieds complètement au sol. Ces deux petits tips vont vraiment vous permettre d'avoir une posture ergonomique et qui va vous éviter des douleurs de dos par exemple. Et n'hésitez pas aussi à utiliser une chaise avec un dossier pour justement maintenir votre dos. On vous déconseille de télétravailler depuis votre canapé ou votre lit, bien que, comme Karim l'a dit, on peut aussi le faire, que ce soit vraiment, en tout cas, limité. Donc, n'hésitez pas à changer votre posture aussi pour mettre votre corps en mouvement. Donc, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas non plus travailler depuis votre canapé pendant un quart d'heure, 20 minutes, par exemple. Vraiment, le conseil finalement, c'est de ne pas créer un cadre trop strict. L'objectif est quand même de rester agile dans ce qu'on fait et d'organiser évidemment votre environnement de travail en fonction de votre forme du moment. Donc, c'est pour ça que je disais pourquoi pas travailler 15-20 minutes depuis votre canapé à un moment de votre journée. Et ce qu'on vous conseille réellement, c'est de rester loin justement de votre travail pendant votre temps libre pour vraiment avoir une coupure réelle par rapport à votre travail. Enfin, pardon. On passe à la troisième thématique, ou la quatrième, c'est le taux d'efficacité concernant la collaboration et la communication. Où, là, c'est je pense, on a eu deux thématiques qui fluctuent énormément dans nos rapports. Ça, c'est l'une des deux, où ça peut énormément fluctuer d'une entreprise à l'autre. Mais en moyenne, on obtient quand même un taux honorable de 7,1 sur 10. Quand on dit communication, on peut parler en télétravail aussi de sursollicitation. Elles sont de deux types. On a le premier type qui est plutôt une sursollicitation professionnelle, qui peut être arrangée en utilisant par exemple son statut Skype ou Teams. Jean-Baptiste le disait en début de présentation, on peut très bien utiliser son statut pour montrer à ses collègues que finalement on n'a pas envie d'être dérangé ou qu'on est occupé, par exemple. Mais on peut aussi utiliser son agenda en ligne pour montrer aussi à ses collègues des phases de production ou simplement, si on travaille sur un projet en équipe, montrer à ses collègues à quelle phase du projet est-ce que l'on est en indiquant dans son agenda la phase du projet correspondant au jour à laquelle on le fait. Deuxième type de sursollicitation sont les sollicitations personnelles. On peut être tous dérangés par des personnes de notre famille ou même des collègues. Je veux dire, on n'est pas tous en télétravail. On a tous des personnes dans notre entourage qui sont, par exemple, au chômage momentanément.
Et donc, pendant ce confinement, on peut très bien utiliser son téléphone et le mettre en mode avion afin d'éviter d'être dérangé par son téléphone lorsqu'on a vraiment besoin d'être concentré sur différentes tâches. On le disait aussi au préalable, mettre en place des rythmes communs avec sa famille. C'est-à-dire qu'il est important d'expliquer aussi à son entourage pour qu'ils puissent comprendre aussi pourquoi maman ou papa n'est pas disponible alors qu'ils sont à la maison, que d'habitude, quand ils sont à la maison, ils sont disponibles. On est quand même dans des conditions assez inédites. Donc, les écoles sont fermées, on peut peut-être réouvrir. Donc, c'est quand même important d'indiquer à ses enfants pourquoi et quand est-ce qu'on n'est pas disponible. Il faut donc pouvoir adapter son temps avec sa famille. Et enfin, réserver un créneau de 30 minutes, 1 heure, cela dépend vraiment de ce que l'on a à faire pour ces tâches domestiques. Ça va éviter que, par exemple, lorsqu'on va passer dans la cuisine pour prendre un verre et boire de l'eau, de passer devant, je ne sais pas moi, une pile de vaisselle à faire et de se dire « Ah, je vais la faire maintenant » et de se couper pendant le travail. Savoir, par exemple, rien que psychologiquement, savoir qu'on a 30 minutes dans la journée à telle heure pour faire ces tâches ménagères, ça va déjà nous décharger d'un certain point. Et enfin, beaucoup de personnes peuvent se surmener en télétravail, contrairement à ce qu'on peut penser. Et il est très important de pouvoir faire des pauses. Les pauses sont tout aussi importantes que les moments de concentration. Il y a différents outils qui peuvent être utilisés, des petites applications comme par exemple Countdown Manager, qui permet de compter le temps restant au travail ou même aux pauses, ou même compter son temps de pause. Ça va permettre vraiment de se donner aussi une certaine discipline parce qu'il peut être difficile pour certaines personnes de respecter ces temps de pause. Et donc, on peut très bien se retrouver avec 20 minutes de temps de pause à la base et se retrouver à finir sur des vidéos YouTube pendant 1 heure. Donc, cet outil peut être utilisé. Et puis, le respect du planning et des tâches, c'est aussi très important. Il faut pouvoir les prédéfinir au préalable afin de justement avoir un cadre et une organisation. Ensuite, on parle d'engagement et d'efficacité opérationnelle. Qui dit télétravail dit aussi perte d'engagement de la part du personnel. Donc, si on passe à la slide suivante, on verra justement qu'il est très important de pouvoir adapter, prioriser les différents sujets. Il faut que les collaborateurs se rendent compte finalement qu'on travaille tous pour un objectif commun. Et donc, pouvoir fixer des objectifs qui soient réalisables et adaptés justement à cette période de confinement, c'est vraiment la chose la plus importante en tant que manager pour faire passer cela en équipe. Et enfin, si on passe sur la partie de droite, il est très important de pouvoir communiquer et monitorer finalement à distance son équipe. Et donc, on n'aura pas, tous les membres de l'équipe n'auront pas un besoin qui sera identique en termes de management et en termes de points. C'est-à-dire qu'une personne peut très bien ressentir le besoin, ou même ne pas le ressentir, mais en avoir besoin, de voir son management 1 fois par jour afin de faire la liste des tâches qui ont été effectuées. Ça va peut-être la rassurer. Alors que d'autres sont très autonomes et n'ont pas besoin d'être espionnés, on peut utiliser le terme, par son management. Et donc, il lui va très bien de faire un point tous les 2-3 jours avec son management puisque cette personne est très autonome et délivre des résultats qui sont par exemple mesurables aussi. Et donc, un autre point qui peut être aussi très important pour l'engagement, ce sont les différents rituels d'équipe. Donc, en passant en confinement et donc en télétravail, on peut perdre cette ambiance de travail et donc ce lien social qu'on a pu créer tout au long de sa carrière dans une entreprise. Et donc, il est important justement de maintenir ces différents petits rituels. Pourquoi pas mettre en place des temps d'échange conviviaux. Nous, c'est quelque chose qu'on met en place. On appelle ça des hyperos, des after-work en visio. On voit son équipe et on échange avec elle, pas forcément du travail. Hein. On peut aussi parler de sa vie personnelle, c'est aussi important comme si on le faisait à la machine à café en entreprise. Après, il est aussi très important d'échanger avec son équipe sur des sujets comme la santé de l'entreprise, surtout maintenant, et aussi sur les différents enjeux concernant la fonction du collaborateur et de l'entreprise en général. Ça va lui permettre aussi de le rassurer. Donc, il y a différentes choses. Au-delà des différents rituels d'équipe, il y a des rituels aussi personnels qui peuvent être mis en place, comme par exemple, c'est simple, hein, mais le fait de prendre une douche ou de s'habiller, ça va permettre aussi mentalement de se mettre dans une condition de travail. Et justement, cet engagement et cette efficacité opérationnelle peut justement être améliorée grâce à ces différents petits points. Ensuite, si on passe à la slide suivante, on pourra voir justement, j'attends juste que, voilà, il y a différents
différentes règles, on peut dire que ce sont des règles d'or qui doivent être suivies par l'organisateur, par exemple, d'une réunion. C'est la ponctualité. Ça, c'est très important. Il nous est arrivé plusieurs fois de tomber dans des réunions. Après un quart d'heure, on ne sait même pas si la réunion a bien lieu à cette heure-là. Et donc ça, c'est vraiment, vous vous rappelez en début de présentation, je vous ai présenté les différents rôles. Donc ça, c'est le rôle du facilitateur de vraiment s'assurer d'être ponctuel à l'ouverture de la réunion, mais aussi d'identifier les différents participants. Et ensuite, donc je vous l'ai dit là tout à l'heure, il y a différents outils comme le fait de s'habiller et de faire face à la caméra. Beaucoup de personnes font des visios finalement sans allumer la caméra. Donc on perd un peu cette utilité de visioconférence et donc ça empêche en fait l'interaction, tout ce qui est le langage non verbal, d'intervenir dans la discussion. Un élément très important aussi, c'est le micro. Vous le voyez aujourd'hui, on est les seuls, Jean-Baptiste et moi-même, à avoir le luxe d'être entendus. C'est une chose qui est importante quand on est plusieurs en réunion parce qu'on peut être très bien dérangé par des bruits de fond et plusieurs en fait, plateformes de visioconférence coupent le son, coupent la parole à l'interlocuteur si elle entend le son d'une autre personne intervenir. Donc ça peut justement faire souvenir un effet saccadé dans la parole. Et aussi, pourquoi pas utiliser un forum de discussion lors des réunions. N'hésitez pas effectivement à utiliser des outils qui sont mis à votre disposition pour pouvoir faire tout ce que Karim a un peu énuméré. On parlait des outils spécifiques pour arbitrer un sujet. Un exemple est Kahoot, où finalement on va pouvoir poser des questions à une assemblée. Cette assemblée va pouvoir répondre virtuellement via des boutons sur son cliquable sur son ordinateur. Ainsi, ça permet à l'assemblée de ne pas prendre la parole pour tout le monde parce que ça devient vite un brouhaha quand on a des sujets de discussion en visio où on doit prendre des choix et tout le monde veut donner son avis. Donc, c'est vraiment des outils qui permettent aussi de faciliter ces échanges. Du coup, en parlant d'outils, si on a quelques outils qu'on voulait vous présenter avec des différentes tâches sur lesquelles ils sont utiles. Donc, on a des outils pour organiser des visios, donc comme on le réalise pour le moment avec Zoom, il y en a d'autres. Communiquer de façon instantanée, par exemple WhatsApp ou Slack. Gérer un projet, Karim en parlait tout à l'heure avec le Workbrain dans une structure. Ici, on a des outils qui sont créés un peu sous cette thématique. Les to-do list pour gérer son temps aussi, animer des réunions et partager un fichier. Ce qu'on vraiment va vous conseiller dans cette partie liée aux outils, c'est de privilégier un outil et de ne pas se disperser. Effectivement, ça va être plus facile pour former toutes vos équipes à un outil qu'à plusieurs. Et aussi, ce qui est important finalement, c'est d'avoir une cohérence tant dans votre équipe que dans votre entreprise pour que tout le monde puisse communiquer avec tout le monde et ce, de façon aisée. Dans la période dans laquelle on est plongé, beaucoup de sociétés ont dû mettre en place des outils auxquels ils n'avaient pas l'habitude. C'est aussi l'occasion, parce qu'on se demande parfois avec les stagiaires, qu'est-ce qu'on va pouvoir un peu les occuper durant cette crise, qu'on est parfois débordé sur certains points. N'hésitez pas, c'est souvent des personnes qui sont très agiles avec les outils informatiques, donc n'hésitez pas à les solliciter pour former vos collègues qui ont plus de mal avec ces outils. Ensuite, on a analysé la capacité à pouvoir travailler seul. Il faut vraiment prendre en compte l'ensemble de la thématique ici. Certaines personnes peuvent avoir justement cette sensation d'isolation sociale ou d'autres, là par exemple, peuvent être très bien submergées par leur situation familiale ou encore même la personne qui peut justement ne plus supporter cette période de confinement. Et donc, ça, chaque situation, il y a vraiment à chaque fois des signes de mal-être qui peuvent être finalement détectés et éviter
toute mauvaise situation. On a des personnes, dans certaines entreprises où, par exemple, le télétravail a été implanté, on se rend compte que certaines personnes, justement, tombent en dépression parce qu'ils perdent justement le seul lien social. C'est malheureux à dire, mais certaines personnes n'ont d'amis qu'au travail. Et donc, c'est important, justement, de pouvoir mettre le doigt sur ce genre de situation avant que la situation soit irrécupérable. Et quand on parle de mal-être, trois facteurs principaux sont à l'origine de tout mal-être. Il y a premièrement la contrainte, ensuite le manque d'autonomie et enfin le manque de soutien. Et vous remarquerez en fait que dans cette période de confinement, la période qu'on est en train de vivre actuellement, ces trois facteurs sont présents. On a la contrainte parce qu'on est tous contraints à rester confinés chez soi. On peut avoir un manque d'autonomie pour certaines personnes qui sont frustrées, qui n'ont pas par exemple les bons outils ou qui n'ont pas un management qui est impliqué dans leur travail quotidien. Et on peut avoir un manque de soutien, par exemple, que ce soit de son management ou de son équipe. Et donc, ça, c'est vraiment un cocktail qui peut mener à certaines situations assez délicates au sein des entreprises et au sein des équipes. Karim, Jean-Baptiste, il y a une question via chat. Qui est... Moi, j'ai pas accès. Oui. Que conseillez-vous pour garder le contact avec ses collègues en mal-être? Est-ce que ce sont des personnes qui continuent de travailler ou est-ce que ce sont des personnes qui ont été mises à l'écart du travail? Toutefois, il est important en tant que manager de pouvoir faire des points assez réguliers avec son équipe. Nous, on utilise par exemple, on a vu dans certaines entreprises des personnes utiliser un petit outil qui peut être assez sympa et c'est en fait l'outil de la météo. C'est-à-dire que le matin, les collaborateurs, ils ont par exemple un groupe WhatsApp ou Slack. Ils mettent dans la discussion, par exemple WhatsApp, le logo d'un soleil si tout va bien, le logo d'un orage si ça va vraiment pas bien, ou le logo d'une pluie si ça va plus ou moins bien. Et donc ça, ce sont vraiment vraiment un indicateur qui va permettre justement de signaler à son management ou même à ses collègues que ça ne va pas bien. Et donc, ça va permettre au manager d'ouvrir le dialogue avec cette personne-là et d'organiser une petite réunion pour pouvoir en discuter justement et désamorcer cette situation de mal-être. Et comme le dit très bien Nathalie, c'est un peu le mood-o-mètre. C'est exactement ça en fait. Et important aussi à noter, on remet beaucoup la responsabilité sur le manager concernant le fait de mettre le point sur ces situations de mal-être. Cette responsabilité n'est pas imputée uniquement au manager, elle est partagée aussi avec les collègues. Il est très important en tant que collègue de pouvoir justement remonter quand on cible justement un mal-être chez un de ses collègues et donc le remonter au management et de dire voilà, mon collègue, j'ai l'impression qu'il ne se sent pas bien. Parce qu'on a plus de facilité à s'ouvrir à son collègue qu'à son management. Et donc, ne pas hésiter à en discuter avec son management si on voit ce genre de situation. Je ne sais pas si ça répond à la question. Dans cette période où on a un peu coupé, où le management n'a pas nécessairement une vue physique sur ses équipes et du coup n'arrive pas à capter le non-verbal. Donc, c'est vraiment important en tant que collègue où on va souvent avoir plus de feedback de ses collègues par rapport à leur humeur et leur bien-être. Donc, n'hésitez vraiment pas, entre collègues, à soutenir et à remonter ça au manager pour que lui puisse en prendre action. Et donc, pour faire un petit récap, brièvement, du coup, ce qu'on peut mettre en place, c'est le système de météo avec les différents petits pictos qu'on peut utiliser une fois par jour ou même une fois tous les 2 jours. Ça ne doit pas être quotidien forcément. C'est juste permettre de prendre le pouls de son équipe assez régulièrement. Et donc, finalement, en tant que manager, faire des points, à vous d'estimer la régularité. Tout dépend du type de personne qu'on a dans son équipe, mais de faire des points d'équipe et pas uniquement des points où on va parler de travail, mais aussi des points de manière informelle, où ça peut être simplement des points pour discuter un peu du déconfinement, de ce que l'on voit à la télé, de sa situation personnelle. Ça va permettre aussi aux personnes de se livrer plus facilement lorsque c'est une situation qui est en dehors du professionnel. Ici, justement, dans ce slide, c'est aussi ce qu'on parle. Comment finalement on peut manager avec la confiance et les résultats. Donc, effectivement, pour le moment, on doit un peu changer de management pour la plupart qui n'ont pas l'habitude de nécessairement faire confiance à leurs équipes ou alors de juste regarder des résultats et non pas comment leurs équipes physiquement travaillent.
Et donc, on voit ici à droite du slide qu'on peut mettre en place ces micro-enquêtes d'humeur du jour, donc la météo de l'équipe. N'hésitez pas à mettre aussi un questionnaire sur est-ce que l'organisation du travail fonctionne bien pour vous, est-ce que les collaborations avec vos équipes, avec vos collègues, avec votre manager fonctionnent bien, qu'est-ce qui peut être amélioré. Essayez de prendre aussi un peu le pouls du bien-être et sur la relation managériale que les collaborateurs ont en temps de télétravail. Donc ça, c'est des petits questionnaires qui peuvent être mis en place. L'humeur du jour, ça peut être fait plus régulièrement, le petit questionnaire de gauche, pourquoi pas une fois par semaine pour avoir justement des points d'amélioration et des points d'attention sur lesquels on doit travailler en équipe. C'est quelque chose qu'on nous a pas mal demandé dernièrement. C'est est-ce qu'il était possible de déployer un questionnaire au sein des entreprises qui allait justement balayer ces différentes thématiques. Donc, sonder vraiment ses collaborateurs, c'est vraiment un des points les plus importants. Mais il y a vraiment d'autres petits trucs pour répondre encore à la question de Nathalie. Le fait de dire simplement bonjour le matin dans un groupe de discussion instantanée à ses collaborateurs, le fait de pouvoir papoter avec eux à des heures même fixes, ça peut être pas forcément impromptu, mais on peut bloquer une plage horaire pour se dire voilà, ça c'est vraiment le moment social auquel on peut échanger avec ses collègues. Chose importante, relayer, je le disais là tout à l'heure, les informations de l'entreprise. Il ne faut vraiment pas laisser les collaborateurs se poser des questions angoissantes sur leur situation et leur travail. Et l'un des points les plus importants aussi, c'est de montrer qu'on est disponible. Ça, c'est très, très important. Vraiment montrer à son équipe qu'on est disponible et qu'on est ouvert à la discussion et aussi à la remise en question. Ça, c'est un point qui est très important. Et donc, au final, si vous voulez, on a combiné tous les taux d'efficacité qu'on vous a montrés juste avant et on arrive à sortir un taux d'efficacité globale du télétravail qui est de 6,1 sur 10. Donc, c'est un taux qui n'est pas si mauvais que ça. Il est vrai que certains taux sont plus mauvais que d'autres, mais en général, on a un taux qui est plus que qui est moyen. On va dire que c'est très bon. Après, il faut garder à l'esprit que les résultats changeaient quand même énormément d'entreprise à l'autre. Et donc, ça dépendait vraiment de différents facteurs. Les facteurs les plus importants étaient la capacité au management de pouvoir justement s'adapter et à être conscient qu'il y avait une adaptation à apporter. Et ensuite, l'autre point qui était important aussi, c'était au niveau du challenge technologique des entreprises. C'est-à-dire, est-ce qu'elles avaient justement déjà pas anticipé, mais est-ce qu'elles avaient déjà mis en place certaines choses comme le partage de fichiers, le cloud ou même des ordinateurs portables? Il n'y a rien à faire. Dans les entreprises où il n'y a pas d'ordinateur portable, l'activité ne peut pas être maintenue ou très difficilement en tout cas. Donc voilà un peu pour la présentation. On a un petit test aussi que vous pourrez venir compléter sur un test 9 questions. Ça prend pas plus d'une minute. Ça permet aussi de récolter de l'information et de pouvoir après la partager avec vous sur les réseaux. On a déjà présenté 2 taux d'efficacité concernant ces questions-là. Donc, n'hésitez pas à venir y répondre. Je ne sais pas si Jean-Baptiste a encore quelque chose à rajouter. Parfait, oui, donc le petit test, vous pouvez le trouver sur notre page LinkedIn. Ça vous permet d'avoir aussi directement en moins de 2 minutes votre taux d'efficacité en télétravail en fonction des différentes réponses que vous allez donner. Ça, c'est assez ludique à faire. Donc voilà, je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions. N'hésitez surtout pas à les poser dans le chat. Si vous ne voulez pas le faire via le chat, mais vous désirez demander ça, dites en chat ce que vous désirez parler, pas de problème. N'hésitez pas à ouvrir votre micro, ou même si vous n'avez pas envie de le faire devant tout le monde, n'hésitez pas même à nous envoyer un message plus tard, que ce soit sur les réseaux LinkedIn ou même par email, c'est pas un souci. Moi, je voulais vous remercier. C'était très bien. Merci Olivier, merci, c'est gentil. Merci Jean-Baptiste. Je ne sais pas, Tania, par contre, est-ce que la présentation sera retransmise, oui, enregistrée ou... Nous avons enregistré cet webinaire. On va aussi le partager sur notre site. On va aussi vous l'envoyer par email, je crois, Muriel. Voilà.
En plus, on va aussi le faire via les réseaux sociaux. Si vous avez quand même encore une question, posez-la. C'est toujours chouette pour les orateurs aussi. Ou pas, hein, ça veut dire qu'on a été très clair. Hein. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. C'est pas plus mal. Non, il n'y a pas de souci. Mais si jamais il y a des questions, n'hésitez surtout pas. Non, en effet, en effet. En tout cas, moi, je trouvais que c'était très chouette. Jean-Baptiste, tu dis quelque chose, mais tu es encore sur mute. Moi, je disais, il n'y a pas de souci. Si vous avez aussi des trucs et astuces, n'hésitez pas à les partager. Ouais. Sachant que IFMA a une page LinkedIn, mais avec un groupe LinkedIn qui est vraiment accessible pour pouvoir poser des questions pour tout le monde. Il faut juste demander d'être rajouté, d'être connecté. Mais je pense que c'est dans une période, comme on est maintenant, très efficace. Si les gens ont des questions, posez-le dans le groupe et en espérant que vos collègues, facility managers, éco, vont pouvoir répondre. Mais aussi les tips and tricks sont bien entendu super sympas aussi à poster. Alors, il me reste Jean-Baptiste et Karim de vous remercier. C'était chouette, c'était clair, c'était efficace, comme il faut, je crois, hein, comme il faut quand on fait du téléworking. Voilà, on était un petit groupe, mais je pense que, voilà, après, quand on le met sur le site, il est accessible pour tout le monde. Et si les gens ont besoin de questions, ils peuvent le poser directement chez IFMA ou chez vous. C'est Space ID, voilà, c'est Karim et Jean-Baptiste. Voilà, ouais. Est-ce qu'il y a une question? Amel a juste posé une question. Elle a demandé si on pouvait justement mettre la présentation à disposition ou l'envoyer. C'est ce que, oui, tout à fait. Mais il y a l'adresse email, enfin il y a l'adresse www.ifma.be, FR, photo et présentation. C'est cette partie-là sur le site qu'elle sera. Ok. Pensez, et il y avait encore une question. Pensez-vous faire d'autres présentations sur d'autres thématiques? Nous avons plusieurs de webinaires, panel discussions. On a eu 2 panel discussions en anglais. Déjà, voilà, c'était pour que tout le monde puisse, en néerlandais et en français, nous joindre. Nous avons eu 2 webinaires en néerlandais, on a une en français. Il y a aussi des formations qui sont planifiées. Et en effet, on est occupé avec des autres parties pour continuer à faire des webinaires. On trouve ça vraiment très important dans une période de ce confinement de rester en contact avec tout le monde. On est un peu confiné chez nous. On aime bien voir les autres gens, on aime bien écouter qu'est-ce qui se passe dans les autres sociétés. Et c'est important. Alors oui, et on le fait toujours, on le met toujours sur le site. Si c'est en néerlandais, il est sur le parti néerlandophone. Si c'est en français, il est sur le parti francophone. Si il est en anglais, il est sur les 2. On envoie aussi le newsletter une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines où on met aussi toutes les nouveautés et sur les social media aussi. Voilà, alors là, vous ne pouvez plus rater. Nathalie demande si, c'est une très bonne question, si un webinaire sur le Back to Office est prévu. C'est vrai que ça peut être pas mal. Bon, il y a un webinaire qui est en effet la semaine prochaine prévu. Mais c'est en néerlandais, c'est en collaboration avec Facilicom. C'est vraiment pour tout ce qui est accueil et hospitality. Mais je suis occupée aussi pour voir avec eux pour le faire en français. Et en plus, je veux aussi faire avec des autres parties, en effet, pour quand on retourne. Mais c'était aussi déjà dans notre panel discussion de la semaine passée. On a posé pas mal de questions aux 6 membres de panel. Comment faire quand on repart de nouveau au bureau? Et alors, cette panel discussion se retrouve aussi sur notre site. Vous pouvez toujours le voir. Il est en anglais.
Muriel vient de mettre le lien. Là, vous trouvez tout ce qu'on a déjà fait et tout ce qu'on va faire. Et le guide fédéral est très bien fait. J'irai voir le panel discussion. Voilà, super. Merci, Nathalie. OK. Bon, merci tout le monde. Merci à tous. Je vous souhaite déjà un très bon long week-end. Profitez-en. Faut rester chez vous. Restez bien chez vous. Pas pour longtemps, hein. Lundi, on peut quitter. Hein. Ouais. Bonne Merci continuation tout le à monde. tous.